Authentique, déterminé et grand passionné, Hugues Drouin ne fait pas les choses à moitié. Plus que tout, il a le désir profond de donner de la valeur et de la saveur à tout ce qu'il entreprend. Comptable, enseignant et très grand adepte d'aviation, celui-ci nous offre un survol de cette vie remplie de belles envolées. D'aussi loin qu'il se rappelle, Hugues Drouin a toujours rêvé de voler. Mon rêve, dans un premier temps, moi, c'était d'être pilote. Comme beaucoup d'enfants qui viennent voir un spectacle aérien, ils voient des avions passer, ça les impressionne. De toute façon, c'est impressionnant. Puis je me disais, tu as 8, 9, 10 ans, est-ce que j'aimerais ça un jour faire ça? Toutefois, la vie avait d'autres plans pour lui. Des fois, la vie t'amène à des endroits différents. Moi, j'ai voulu être pilote professionnel. Malheureusement, je fais de l'astigmatisme de l'œil gauche. Okay. Et puis, les médecins m'ont dit, tu peux être pilote privé, mais si tu veux piloter pour gagner ta vie, les restrictions visuelles, les contraintes visuelles sont très faibles. Donc, il n'existait pas d'opération comme on peut faire aujourd'hui. J'étais bien déçu, mais j'ai dit, je veux continuer de voler. Qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer de voler? Fait que j'ai décidé de retourner aux études. Je n'avais pas arrêté mes études, mais d'orienter mes études dans quelque chose qui m'intéressait. Et c'est difficile quand tu as 16, 17, 18 ans, puis c'est l'âge que j'ai eu mes licences de pilote, de savoir ce que tu vas faire. Donc, les affaires m'ont toujours intéressé un peu. J'ai fait mon cours au Cégep Beauce-Appalaches ils appelaient ça « Sciences de l'administration » alors qu'on n'apprenait absolument rien de l'administration. Je me suis ramassé à l'Université Laval, puis j'ai fait mon cours pour devenir comptable agréé. Au cours de sa carrière à titre de comptable, une opportunité s'est présentée au Beauceron. Et il s'est présenté quelque chose d'un peu spécial. En 1991, il y a eu l'instauration de la TPS, la fameuse TPS. Et je me suis dit, il y a une demande là, qui va sortir de là pour les entreprises. J'ai commencé à donner de la formation à des entreprises en vulgarisant le plus possible, en mettant des exemples concrets pour que les gens comprennent. Et j'ai eu un certain succès. Ça m'a apporté à dire, « Hey, c'est donc le fun, ça. » Fait que j'ai commencé à donner des cours au Cégep Beauce-Appalaches de soir à l'éducation des adultes en comptabilité. Okay. Et là, j'ai pris goût à ça. Ce qui devait être une occupation à temps partiel est devenu une passion à temps complet. Et à un moment donné, s'est ouvert une opportunité pour enseigner à temps plein au Cégep. Et là, j'ai dit, hey, j'enseigne à temps plein aux jeunes, c'était un peu différent. J'avais demandé à enseigner un petit peu la comptabilité, la fiscalité, surtout en 3e année, au finissant. Puis des cours à option, je rêvais de donner un cours qu'on appelle gestion financière personnelle. Okay. Ça, c'est un cours qu'on donnait à tout le monde, sauf les gens qui sont en administration. Cette formation était bien plus qu'un cours académique. Elle avait pour but de donner des outils financiers aux jeunes afin qu'ils les utilisent dans leur quotidien. Ça consistait à en donner environ une dizaine de cours de 3 heures par cours sur des sujets aussi différents que je m'étais dit, qu'est-ce qu'un jeune qui va sortir d'ici devrait apprendre dans la vie? La bourse, comment ça marche? Vous êtes-vous posé la question que dans tous les journaux, à peu près, peut-être Photopolis, là, il y a les cotes de la bourse. Donc, ça a une certaine importance. Maintenant, on peut aller sur Internet, mais je lui montrais comment ça fonctionnait. Je lui faisais simuler un placement de 50 000 chacun. Et puis, je donnais des points aux gagnants. Okay. Et là, c'était super intéressant parce que là, il se motivait, puis il n'avait pas le droit de changer d'action. Il avait le droit de consulter le parent, un courtier, n'importe qui. Mais une fois que c'était décidé, pendant 2 mois et demi, il fallait qu'il suive les actions. Après ça, je lui parlais de comment acheter une automobile. Des choses à faire attention. Est-ce qu'on doit louer? Est-ce qu'on doit acheter? Comment on évalue nos besoins? Est-ce qu'on s'achète un petit char sport 2 places, puis dans 2 ans, on va avoir 2 enfants? Il y a 2 valises, mais ça va être serré un peu. Comment évaluer ça? Plus que de la théorie, il invitait ses étudiants à puiser dans l'expérience de leurs proches afin de rendre le tout plus concret. Ce qui les surprenait le plus, je dirais, c'était les anecdotes que je leur contais pour des cas vécus. Okay. Puis je leur disais, regardez, qu'est-ce que ça a fait. L'autre chose, après chaque cours, je leur demandais ceci. Je veux que, qu'est-ce qu'on a parlé au cours, que vous en discutiez avec vos amis et vos parents cette semaine. Okay. Pour que la semaine prochaine, je veux du feedback. OK. Et ça, là, ça apportait beaucoup. Au début, il y avait un 10 minutes qui était réservé. « Hey, mon père, il m'a dit telle affaire. » L'autre, « Hey, oui, c'est arrivé. » L'autre, c'est arrivé. Et là, on a engagé une discussion qui apportait de la crédibilité à ce qu'on disait. L'enseignant demandait à ses étudiants de ne pas prendre de notes durant ses cours. Il nous dit pourquoi.
Pourquoi? Parce que je lui disais, c'est très difficile de faire deux choses en même temps. 0.04 de mémoire vive, beaucoup de mémoire morte. Puis là, il partait à rire. Puis là, je lui disais, je vais tout vous fournir vos notes. Vous allez les acheter sur un paquet de notes, puis je les avais sur Internet aussi. Je lui avais fait des sites web à partir des années 95-96, parce que je voulais qu'ils se concentrent sur ce que je dise. Et par la suite, en relisant leurs notes, il disait, oui, c'est vrai, il a dit ça. Parce que quand on prend des notes, il y a très peu de gens qui sont capables de prendre des notes et se concentrer en même temps les exemples. Précurseur, il utilisait déjà la technologie dans le milieu de la décennie 90 afin d'aider ses étudiants. Autre chose que je faisais aussi, c'est que je filmais une partie de mes cours. Okay. Puis là, si quelqu'un, par exemple, j'avais une démonstration dans la comptabilité spécialisée ou un problème d'impôt qui prenait 45 minutes à faire, bien, avant les examens, il venait me poser des questions. Bien là, je ne peux pas passer 45 minutes pour chacun des problèmes. Je me faisais enregistrer un peu comme on fait là, avec des tableaux. Puis là, je refaisais le problème au complet. Et là, il devait être 2 heures du matin. Eux, ils arrivaient et ils disaient, hey, on a un examen dans 2 jours. On repasse le problème, on comprend. Et là, ils venaient me voir. Puis là, je lui demandais, est-ce que vous avez revu le problème? Il dit, oui, on a un problème à tel endroit. Parce que les gens, ils ont tendance à dire, je comprends rien. Les professeurs qui m'écoutent, c'est sûr que vous êtes choisi de dire ça, je comprends rien. Moi, je disais, tu comprends rien à quel endroit du problème? Exact. Ça, c'est très différent. Et là, ça forçait le jeune à me dire, hey, je ne l'ai pas vu. Bien, va le voir puis viens me revoir. Pour lui, de savoir que ses anciens étudiants utilisent toujours les connaissances qu'il leur a transmises est l'un des plus beaux legs qu'il a pu offrir à la société. Il y en a beaucoup que j'enseignais en gestion financière personnelle qui n'étaient pas orientés en administration, qui ont décidé de s'en aller à l'administration. Je les revois aujourd'hui, puis ils sont CPA, à cette heure, les comptables, on appelle ça CPA. Et ça me fait vraiment plaisir. Une autre chose qui m'arrive souvent, pour une raison, là, je vais prendre un exemple, mais ça arrive dans d'autres domaines. L'autre jour, j'avais des médicaments à aller chercher et mon épouse est allée les chercher et le pharmacien il a dit « C'est-tu Hugues Drouin, l'enseignant? » Fait que mon épouse a dit « Oui. » Il dit « Tu lui diras que les trucs qu'il m'a donnés en gestion financière personnelle, ils m'ont rapporté beaucoup. » Okay. Ça fait que quand elle me dit ça, ben moi, elle dit « Hey, c'est une paye, pas d'impôt, pas imposable. » Fort apprécié de ses étudiants et très bon vulgarisateur, celui-ci nous donne des exemples de trucs qui donnaient de la saveur à ses formations. Premièrement, je commençais mes cours tout le temps avec 2-3 blagues. Puis ça, je le faisais pour une raison bien simple. Je voulais pas que le monde arrive en retard. OK. Ça fait que 4 minutes à peu près avant que la porte se ferme, je commençais mes blagues. Je m'étais acheté un livre de blagues. OK. Et puis là, je lui disais, ceux qui l'ont pas compris, venez me voir après le cours, moi, vous l'expliquer. Et là, tout le monde se dépêchait pour arriver parce que quand le cours commençait, j'arrêtais mes blagues. Oui. Fait que les gens se dépêchaient à rentrer. Enseignant un jour, enseignant toujours, Hugues a toujours la passion et donne des formations sous forme de conférences. Et là, j'enseigne, je donne des conférences. Je donne des conférences sur la préparation à la retraite, la fiscalité des aînés. Et là, je vais en donner un à Rivière-du-Loup ce vendredi ici sur les successions. Comment préparer sa succession et tout ça par des associations de retraités de l'enseignement du Québec, des FADOC un peu partout au Québec aussi qui viennent me voir et qui disent on aimerait savoir. Et ça me permet de rester en contact avec les gens, ça me permet d'échanger. Adolescent, le Beauceron désirait tellement être pilote qu'il a pris tous les moyens pour pouvoir décoller. Au début des années 70, Richard était venu ici, il avait eu un spectacle aérien, puis je voulais voler. Finalement, il n'y avait pas d'école de pilotage qui venait à Saint-Va. On en a fait venir une. Et puis, on avait fait venir il s'appelait Air Sorel Limité dans le temps. Puis on a formé une couple de 100 pilotes dans les 2 années qui ont suivi. Et j'étais dans la première batch avec mon père. Okay. Mon père avait 50 ans dans le temps quand on a fait le cours de pilote. On a acheté un petit avion, ce qu'on appelle un Cessna 150, 2 places. On l'a eu 25 ans de temps. Il nous explique comment il a convaincu son père à faire ce voyage avec lui. J'avais dit à mon père, j'ai dit, papa, j'aimerais ça sur mon cours de pilote. J'ai dit, puis j'étais jeune, j'ai dit, ça prend peut-être l'autorisation des parents. Mon père, il dit, il n'y a pas de problème, il y a 2 conditions. Il dit, la première, il va falloir que tu travailles pour te trouver de l'argent, je ne paye pas ton cours. Puis la deuxième, je vais le faire avec toi. OK. Fait qu'il dit oui.
Puis quand on a fini notre cours, on a acheté un petit Cessna 150. Mon frère, l'année d'après, Jeannot, a suivi son cours aussi. Puis Simon, ça a été beaucoup plus tard, lui, parce qu'il était obligé d'étudier. Il avait beaucoup de misère à l'école. Il a étudié jusqu'à 32 ans. Et puis, pour être capable. Puis là, quand il est revenu travailler ici comme chirurgien, bien là, on s'est mis ensemble, on a changé d'avion. Puis depuis ce temps-là, on a chacun nos avions. Et l'aviation est devenue une véritable passion familiale. On vole souvent ensemble, les trois, chacun dans nos avions. Puis on vole aussi ensemble. On est allé à New York une fois dans l'avion à Simon, toutes les trois. Mais c'est un peu spécial, la dynamique, quand on est trois frères dans l'avion. Parce qu'un s'assied en arrière, les deux autres en avant, puis on fait une rotation. OK. Les deux autres checkent lui qui pilote, tu comprends? Fait que ça chiale, là. Ça chiale, là, à plein, là. Des second guessers, il y en a, là. Oui. Et puis là, des gens qui disent « Hey, check ton altitude, hey, check ton affaire. » Mais ça chiale, mais on a beaucoup de plaisir à faire ça. Puis l'autre affaire, c'est que mon fils aussi, lui, je vais l'embarquer en arrière, il avait 2 ans, 3 ans. Et puis, il est allé à l'école. Puis quand il a eu fini, il a dit « Hey, moi, tout, ça m'intéresserait de piloter. » Puis là, il s'est acheté un avion. Puis une des plus grandes joies que j'ai dans l'aviation, c'est de voler en formation avec mon fils. Okay. C'est déjà beau que le père-fils soit pilote, mais de voler en formation ensemble, là, ça, c'est un peu spécial. On vole ensemble, on a fait des randonnées ensemble, on est allé à Oscar dans le Wisconsin, on a fait différentes affaires. Hugues ne s'en cache pas. L'annonce qu'il ne pouvait pas piloter au niveau commercial en raison de son astigmatisme a été une grande déception. Mais aujourd'hui, il prend le tout avec beaucoup de philosophie. On m'a pas dit que je ne pourrais pas voler, on m'a dit que je ne pourrais pas voler commercialement. Okay. Ça pète ta balloune, puis comme tout être humain, il faut que tu digères un petit bout, tu vois noir un peu, tu dis « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? » Parce que c'était mon rêve de faire ça. Puis par la suite, des fois, tu sais, tu reçois un coup dans la figure, mais des fois, ça t'oriente dans une autre direction qui va être aussi bonne aussi. Là. Je te cacherai pas que j'aurais toujours aimé voler, comme mon ami Michel, là, des gros porteurs. Mais j'ai vu quelque chose qui est bien, bien spécial l'autre jour dans une revue d'aviation. Tu as un gros porteur qui est au sol, puis tu as un petit avion qui est à côté. Le pilote, dans le petit avion, c'est écrit au-dessus de sa tête « Est-ce que j'aimerais ça voler la grosse avion? » Puis le pilote qui est dans le gros avion, il dit « Ah, est-ce que j'aimerais ça voler la... » Fait que c'est une question de perspective. Oui. Et voler permet à Hugues de vivre de grandes sensations. L'aviation nous amène du côté humain aussi. Tu me demandais l'autre jour, qu'est-ce que tu ressens quand tu voles? Je ressens plusieurs sensations. Premièrement, une sensation de liberté, d'accessibilité, d'être capable d'aller à différents endroits, d'émerveillement. Je m'émerveille encore de voir, puis aussi d'humilité. Et je t'explique. Quand on décolle puis qu'on est à peu près à 1000 pieds au-dessus de la ville, on est petit comme ça. On est plus petit que les fourmis qu'on voit au sol. Ça nous donne une perspective différente de l'importance qu'on s'accorde. C'est vrai. Parce que quand tu es à terre, tu te penses bien important, mais quand tu es en l'air et tu regardes en bas, là, hey, écoute, on serait pas là, puis la Terre, elle continuerait de tourner, puis il se passerait rien. C'est ce qu'on appelle le big picture. Oui, ben, le big picture, là, puis je monte pas à des altitudes incroyables, là. Michel Clich et Hugues Drouin se connaissent depuis plus de 30 ans. C'est l'aviation qui a réuni les deux hommes. En 1994, on était venus ici faire un spectacle avec les Snowbirds. En tant que j'étais avec les Snowbirds ma dernière année. Puis il y avait une réception organisée au Georgeville. Puis nous, on faisait un spectacle ici à l'aéroport. Puis Hugues était dans l'organisation. Puis on s'est connus là. Puis après, quand moi j'ai quitté les forces, après ça, je suis venu dans le coin. Puis on s'est liés d'amitié. Ça fait depuis 1994 qu'on se connaît. Quand tu parles avec Hugues, tu t'embarques dans la passion. Moi, ça fait des années que je vole. Mais quand je vole avec ou je l'écoute, je regarde, réellement, là, on est embarqué, on est dans un bateau, là, puis tu rames, puis tu embarques avec lui, puis tu parles de toutes sortes de choses, dont l'aviation. Puis j'ai la chance, tu sais, avec sa passion, j'ai le privilège de voler son avion, puis j'ai le privilège de faire voler mon garçon. Fait que tout est relié. D'ailleurs, c'est Hugues qui enseigne principalement les rudiments de pilote au fils de Michel. Quasiment un peu gêné de le dire, mais c'est parce que moi, j'ai l'expérience en instruction, j'ai l'expérience en aviation, mais j'ai fait de l'instruction sur le jet, là, à Moujja, j'ai été instructeur, mais pour ce qui est de mon garçon, je pense qu'il est mieux outillé que moi pour la pédagogie. Là. Parce que, tu sais, il y a une très, très, très bonne base en aviation, Hugues. Il y a une
une excellente base en pédagogie. Puis je pense qu'il a un petit peu plus de patience que moi. OK. Puis en plus, moi, c'est mon garçon, ça fait que lui, il est le candidat idéal là, pour enseigner à mon garçon là, comment voler la base là, de l'aviation. Michel Clich nous énumère les qualités de son ami. Hugues, là, c'est un gars qui est généreux. Il a la générosité. C'est un gars qui est dévoué. C'est un gars qui a de la détermination. C'est un gars qui a beaucoup de patience. Un gars qui est capable de rassembler tout le monde aussi. Très bon communicateur aussi. Je vous dirais que ce serait sa plus grande qualité, là. Il est authentique. Il n'y a pas de... Il y en a un. Tu lui poses une question, puis si tu es prêt à avoir la vraie réponse, là, il va te la donner. Puis si tu n'es pas prêt à avoir la vraie réponse, il va te la donner quand même. Fait que si tu n'es pas prêt à avoir la vraie réponse, pose pas la question. Voici d'ailleurs une anecdote qui démontre avec éloquence la détermination de Hugues. Il était parti à un moment donné, je pense qu'il avait 16, 17, dans ce coin-là. Il voulait faire le tour de la Gaspésie, je ne sais pas si tu vas parler. Non. En vélo, en 10 vitesses. Fait qu'il est parti avec son vélo, puis avec un ami, mais l'ami a reviré de bord, mais lui, il a continué. OK. Puis flat, pas flat, rien. Lui, il dit, moi, je continue. Beau temps, mauvais temps. Il a fait le tour de la Gaspésie en 10 vitesses. Puis je pense qu'il avait 17-18 ans. Moi, il m'a conté ça. Il dit, tu me niaises? Je dis, oui, Michel, j'ai continué. Des fois, je couchais chez quelqu'un. Puis, tu sais, je trouve ça incroyable. Quelqu'un qui est capable de dire, je commence, puis je vais finir. Pour Michel, on peut décrire Hugues avec ce seul mot. On peut dire, tu sais, Hugues tirait référence. Tu sais, c'est une référence. C'est une référence à cause de sa personnalité, sa détermination, son authenticité, sa générosité aussi. Tu sais, ils ont fait dernièrement, je pense, c'est 45 vols, des vols pour 45 jeunes de la maison de la famille, pour du monde qui n'ont pas le luxe ou le privilège d'être en vol, de faire un tour d'avion. Mais tu sais, c'est ça, là. C'est ça, Hugues Drouin. C'est donner sans attendre de recevoir. Lui, il va donner, puis ce qu'il se dit, la vie, elle va me redonner ça un jour. Peu importe, mais elle va me redonner ça. Fait que c'est ça, Hugo. De faire découvrir le monde de l'aviation est un autre privilège de souligner le Georgien. Ça me permet la découverte de voler avec des gens qui volent peu souvent, l'émerveillement. J'appelle ça l'émerveillement. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Je pense qu'à toutes les fois qu'un passionné présente quelque chose à quelqu'un d'autre, il crée de l'émerveillement. Bien ça renchérit ton sentiment de passion. Puis je me considère chanceux d'avoir envie d'être capable de vivre cette passion-là. La passion a toujours habité Hugues Drouin. Il l'habitera tant que la santé lui permettra de le faire. Et la passion tout court, parce que la passion t'habite dans tout ce que tu fais. Ben oui, peut-être un petit peu trop intensif, c'est ce que ma femme va me dire des fois. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous permet d'apprécier la vie plus. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas pantoute de passion, là, ça doit être plate. Puis on en a tous, il s'agit juste de découvrir. Puis la passion amène la motivation, puis la motivation amène le résultat. Exact. Si le mot passion avait un nom, ce serait certainement celui de notre invité. Hugues Drouin incarne ce désir de donner de la saveur et de la couleur dans tout ce qu'il fait. Il a transmis ses connaissances à des générations d'étudiants et il partage depuis des décennies son amour fou pour l'aviation. Lorsqu'il survole le chemin de sa vie, celui-ci peut affirmer sans se tromper qu'il n'a jamais fait les choses à moitié et qu'il a toujours donné plus que son 100%. Rien de mathématique, simplement le plaisir de partager ce qu'il fait vibrer au plus profond de son être et de son âme. C'est ce qui lui permet d'affirmer avec conviction et passion « Moi, je l'ai vécu ».